Eerst sorry voor mijn slechte Nederlands, zo ik praat Frans nu. Euh, Zo, bah, c'est comme ça, hein. Donc voilà, en fait, j'ai développé le début de ma réflexion pour un projet d'injection de biométhane il y a environ 10 ans d'ici. Donc il y a déjà quand même pas mal de temps. En fait, fin 2013, là j'ai vraiment commencé à travailler sur le développement du projet. Donc il y a quand même plus de 5 ans. J'avais 5-6 ans, j'avais 25 ans à l'époque. Et ici en fait je vais seulement commencer la construction du site début d'année prochaine pour une mise en service environ un an après, parce qu'il y a quand même pas mal de travaux à faire. Mes objectifs à la base, en fait, je ne suis pas du tout issu du milieu agricole, même si j'ai toujours grandi là-dedans. Comme je dis toujours, mes 3 premiers mots ont été papa, maman, tracteur. Voilà, c'est comme ça. En fait, j'ai toujours voulu faire quelque chose dans l'agriculture, entrepreneur dans l'âme, et je voulais en fait pouvoir produire des matières agricoles, mais aussi les transformer, leur donner de la valeur ajoutée moi-même. Parce que je trouve que c'est très important. Bon, voilà, en agriculture, on produit des matières premières, mais en général, la valeur ajoutée et donc ce qui est vraiment intéressant nous échappe. Et là, c'était une bonne occasion de pouvoir le remettre de mon côté. L'idée aussi, c'est que je suis dans une région où il y a pas mal de grandes cultures, un peu d'élevage, un peu d'industrie agroalimentaire. Et donc l'idée, c'était de faire quelque chose, un projet qui pouvait aller chercher l'ensemble de ces gisements disponibles. L'objectif aussi, c'est quand on parle de biométhane, on pense toujours à la composante énergétique, mais il n'y a pas que ça. Il y a un aspect aussi production de digesta. Donc le digesta, c'est le résidu de fermentation. C'est un engrais très intéressant d'un point de vue agronomique, d'un point de vue environnemental, etc. Et pour moi, les deux ont autant d'importance. Donc je voulais produire à la fois de l'énergie, mais aussi je voulais produire du digesta pour l'agriculture dans ma région. Je voulais aussi bâtir un projet industriel, c'est-à-dire avec une certaine rigueur, une certaine méthode, et faire un outil, créer un outil qui soit vraiment un outil productif, efficient et performant, et pas faire ça justement un petit peu à la mode agricole, où on fait parfois un petit peu du bricolage. Et je voulais aussi en fait avoir le moins de dépendance au soutien public, c'est pourquoi notamment je suis parti vers le biométhane. En fait, dans mon cas, donc, je vais construire la centrale au milieu des champs, loin de tout village, loin de toute industrie, loin de tout consommateur de chaleur potentiel. Et donc, dans mon cas, si je faisais de la cogénération, je n'avais pas de valorisation thermique, donc j'allais avoir un rendement, en fait, uniquement l'électricité qui allait être valorisée. Et puis le reste, ben, la chaleur, j'allais rien en faire. Je trouvais pas ça très très intéressant. À côté de ça, j'ai deux réseaux de gaz, donc j'ai un réseau de distribution d'Ores qui passe juste en voirie, et j'ai un réseau de transport de Fluxys qui coupe mon terrain en deux. Donc là, j'avais une super opportunité d'injection presque illimité grâce à Fluxys. Et donc, c'est comme ça aussi que je suis parti vers l'injection dans le réseau de gaz naturel. Et donc, effectivement, dans mon cas, pouvoir non pas faire de la cogénération sans valoriser la chaleur avec un rendement de 40%, mais injecter du biométhane avec un rendement d'épuration de plus de 99%, c'est beaucoup plus intéressant. De nouveau, c'est dans mon cas un projet où on sait valoriser la chaleur. Là, il faut évidemment faire de la cogénération. Au niveau des grandes masses, donc c'est pour une injection de 500 normomètres cubes heure de méthane. Donc c'est l'équivalent de 2 MW en cogénération, 2 MW électriques. Et donc ça c'est pour la partie biométhane, mais je vais aussi avoir une cogénération sur site, tout simplement parce que par rapport au contexte réglementaire wallon, c'est plus intéressant en fait de produire sa propre chaleur et sa propre électricité pour faire tourner l'outil. Mais sinon voilà, c'est quelque part une cogénération un peu forcée. Les intrants donc vont rentrer 60 000 tonnes, sortir 45 000 tonnes de digesta, donc c'est quand même des grands gisements, des grands volumes. Environ 50% de cultures dédiées, donc culture énergétique. Je reviendrai dessus après, pour différentes raisons, parce qu'elles ont toute une série d'intérêts, que ce soit agronomiques, environnementaux, énergétiques, etc. Environ 40% d'effluents d'élevage, donc du lisier, du fumier, des choses comme ça, mais aussi des coproduits de culture, donc des feuilles de betterave, des pailles de maïs grain, voilà, des résidus de culture qui sont actuellement laissés au champ. Et enfin, un peu de coproduits agroalimentaires, mais qui sont un peu disponible aussi. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est un projet qui n'est pas focalisé sur un type de gisement, mais qui va chercher vraiment tout ce qui est disponible. Donc en fait, tout début 2014, il y a le ministre de l'énergie wallon à l'époque qui a lancé un appel à projet qui s'appelait l'appel à projet Biomasse 2014, qui visait en fait à soutenir quelques volets dans le biogaz, dont dans le fond de l'appel à projet, il y a une toute petite ligne qui parlait d'injection de biométhane.
j'ai sauté sur l'occasion. Et en fait, on a pu, donc j'étais retenu comme lauréat, je reviendrai juste après dessus. Mais en fait, on a pu mettre en place, c'était la base pour mettre en place un cadre réglementaire en concertation avec tous les acteurs au niveau wallon, que ce soit les administrations, que ce soit les cabinets des différents ministres de l'énergie qui se sont succédés, les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution, etc. Valbium, toute une série de gens qui ont vraiment fait du bon boulot. Et en fait, ça a permis, sur base de 3 projets concrets qui avaient été retenus, donc il y avait un très gros projet, il y avait moi, et un trop petit projet malheureusement qui a dû être abandonné. Et en fait, c'est sur base de ces projets concrets, principalement le mien qui est un petit peu à mi-chemin entre tout le monde, que, que la réglementation a été mise sur place, sur pied plutôt. Donc voilà, ce que j'ai fait, la toute première chose que j'ai faite, pour ne pas essayer de réinventer la roue et perdre du temps, c'est que, à l'aide de mon bureau d'études, à l'époque était un bureau d'études allemand, on a fait un benchmark, donc on a été chercher le cadre réglementaire et le tarif de rachat, le soutien à la production, des Pays-Bas, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de France et de Suède, qui étaient à l'époque les pays les plus évolués autour de nous. J'ai fait une synthèse de ça, je l'ai remis au cabinet, au ministre de l'Énergie, et en fait c'est cette base-là qui a servi pour faire la réglementation par la suite. Je suis passé par 5 ministres de l'énergie successifs, suite au contexte wallon qui est assez particulier. Mais il y a quand même une continuité, même si les choses ont pris très très longtemps, quand même 5-6 ans, ben, on a eu quand même une véritable continuité et le cadre réglementaire est sorti ici il n'y a pas très longtemps. Merci. Toch zal ik spreken Nederlands, enfin, ik zal het toch proberen. Hier zijn enkele cijfers voor wat de ORES betreft. Wat is belangrijk is, wat is behind die nummers, wat is achter die nummer, is het feit dat voor elektriciteit hebben wij dubbel lengte van het netwerk, maar gelijkaardige energie die gedistribueerd is. Dus het is toch een belangrijke, gasnetwerk is toch een belangrijke asset voor ORES. Wat is de visie van ORES wat betreft de gas? In feite, wij hebben 3 verschillende belangrijke gebieden, belangrijke domeinen. De eerste is de energietransitie. De tweede is beter de klanten te kunnen helpen. En natuurlijk, die 2 aspecten zijn met de mensen en de vrouwen en de mensen van ORES. Dus we moeten ook aan de ondernemingscultuur werken. Voor wat betreft de energietransitie, het is belangrijk natuurlijk op de kwaliteit van het netwerk te kunnen houden. En ook de kennis van de exploitatie van het netwerk is ook van belang. De tweede belangrijkste punt, en het is rechtstreeks gelinkt met injectie van biogas, is onze netwerk moet meer smart zijn, moet meer slimmer zijn. Met andere woorden, we moeten ook zorgen dat wij zullen de flow van de verschillende energie in ons netwerk beter kennen. Wat is ook belangrijk voor ons is de ontwikkeling van de nieuwe mobiliteit, alternatieve mobiliteit. En dat is daarom dat onze voertuigen zijn meer en meer CNG, dus we rijden ook met gas. Wat is ook natuurlijk belangrijk voor een injectieproject, is om een goede kader te hebben. We moeten goed een reglement, een aansluitingsreglement te kunnen hebben. En ook aansluitingscontract moeten ook goedkeuren door de regulatoren. Om de verschillende investoren te kunnen helpen, hebben wij onze website van ORES. Dus jullie gaan naar ORES, www.ores.be. En français, c'est entreprendre, gérer son énergie, ou produire son énergie plutôt. En jullie hebben toegang tot 2 kaarten. De eerste kaart is voor injectie van methaan, dus biogas of biomethaan. En de tweede kaart is voor injectie ook voor hydrogeen. Natuurlijk, in Wallonie is het gasnetwerk niet zo spreid als het is in Vlaanderen bijvoorbeeld. Dus wij hebben toch wat wij noemen witte zone, dus zone zonder gasnetwerk. Wat is ook belangrijk voor de energietransitie is natuurlijk de CNG. Dus wij hebben vandaag nog enkele gesprekken erover. Dus het is een boeiende materie voor ORES natuurlijk ook.
En waarom? Omdat in feite wij hebben die verbruik nodig om nog meer te kunnen injecteren. GRDF l'a mentionné tout à l'heure, on a un écart important entre la consommation d'hiver et la consommation d'été. Donc ici vous avez ce qu'on peut appeler la courbe canard de la consommation en Wallonie sur le réseau de RES. Vous voyez qu'il y a un facteur 4 même 5 même, entre les consommations d'été et les consommations d'hiver. Si on regarde en termes de flux d'énergie, en termes de normomètres cubes par heure, on a parfois un facteur 20 entre la consommation d'été et la consommation d'hiver. Et donc, le CNG, la mobilité gazière, est un des moyens de pouvoir remplir quelque part les ailes du canard, si vous voyez ce que je veux dire, de manière à pouvoir injecter le plus de gaz possible et en évitant autant que possible le rebours vers le réseau de transport, parce que ça consomme de l'énergie, et donc plus on consomme localement, mieux c'est. Wat betreft de klantoriëntatie, dus wat willen wij bereiden is natuurlijk de behoefte van de klant nog beter te kunnen beëren en te kunnen begrijpen. En dus hebben wij ook heel veel satisfactie-enquête om te zorgen dat wij zijn op de goed grondflank ten opzichte van de klantenbehoeften. Natuurlijk, we zijn in distributienetbeheerders, dus wij hebben een tarief, dus dat kost geld. En dus we moeten natuurlijk onze kosten ook goed beëren. En zoals vandaag zijn wij ook marktfacilitatoren. En marktfacilitatoren in Nederlands denk ik dat we kunnen ook vertalen met verlichten. Met andere woorden, wij moeten zorgen dat de investoren en de klanten niet extra belasting krijgen wanneer ze willen in projecten ontwikkelen. Dus voor die project, wat hebben wij gedaan als marktfacilitatoren? We hebben echt een test gemaakt op site om te zorgen dat we zullen de injectie kunnen wel beëren en onthalen. Bedankt. Pour pouvoir mettre en place la filière d'injection de biométhane en Wallonie, il a fallu effectivement adapter toute une série de textes légaux. Donc il y a d'abord eu des décrets à améliorer, ou du moins à adapter. Puis après, on a adapté un arrêté gouvernemental, donc l'AGOE du 29 mars 2018 précisément, en fait, qui modifie plusieurs AGOE, donc plusieurs arrêtés gouvernementaux wallons, à la fois sur le marché du gaz, à la fois sur la cogénération, je vais expliquer pourquoi après, et aussi sur les labels de garantie d'origine, donc les garanties d'origine européennes, je vais dire. Il y a aussi donc une prescription qualité gaz qui a été mise en place par Synergrid, donc qui est identique pour l'ensemble du pays, donc qui permet de réguler les aspects purement techniques et qualitatifs de l'injection de gaz dans le réseau de gaz naturel. Je sais pas si tu veux, voilà. Et alors, il y a aussi eu un très gros travail de la COAB, donc qui est le régulateur wallon, pour mettre en place la méthodologie de calcul en fait, qui permet de définir le taux d'octroi de certificat vert. J'explique dans 2 secondes. C'est-à-dire en fait le soutien à la production, le tarif de rachat qu'on peut avoir avec le biométhane en Wallonie. En fait, au tout début de la réflexion, donc tout ça, ça remonte environ à 2015. Le seul moyen qu'on avait de facile et rapide à mettre en place, parce qu'à l'époque évidemment la logique était de mettre ça rapidement en place, était en fait d'utiliser le mécanisme des LGO. Et en fait, moi en tant que producteur de biométhane, je vais injecter du biométhane dans le réseau de gaz naturel. Je vais vendre d'une part la molécule en tant que telle à des fournisseurs qui vont après la revendre à des clients finaux, donc quelque part au prix du marché. Mais d'autre part, je vais vendre en fait les LGO, les garanties d'origine, à des cogénérations fossiles, donc des cogénérations qui fonctionnent au gaz naturel, qui sont peut-être parfois à 50 km de chez moi, dans des industries ou ce genre de choses, et qui, elles, en achetant ces garanties d'origine, vont verdir leur gaz et donc vont recevoir des certificats verts supplémentaires, des certificats verts additionnels. Et en fait, c'est ce revenu supplémentaire que ces cogénérations au gaz naturel vont chercher grâce à l'achat des LGO, qui fait en fait la valeur de la LGO. Et donc moi, je vais avoir d'une part un tarif, enfin je vais vendre mon gaz, la molécule au prix du marché, mais je vais vendre aussi en fait
une LGO quelque part qui sert de monnaie d'échange pour avoir des certificats verts indirectement. Le malheur de tout ça, le bonheur c'est que ça a permis d'avancer, mais le malheur c'est que c'est un système excessivement compliqué et qui est encore lié à la cogénération. Alors, ça, à partir d'ici, ça n'engage absolument que moi et pas du tout Ores, je précise. En tant que porteur de projet et quand même en tant que pionnier de la filière chez nous, effectivement, le cadre réglementaire tel qu'il est aujourd'hui, il a permis d'avancer, c'est très bien, c'est une excellente base et il y a vraiment eu beaucoup de travail de la part vraiment de tout le monde pour y arriver, mais il y a vraiment encore des modifications, des améliorations profondes à apporter. Aujourd'hui, on a donc un système qui passe encore par la cogénération pour avoir un soutien à l'injection de biométhane, ce qui est bête parce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à faire avec du biométhane quand il est injecté dans le réseau de gaz naturel. On peut faire de la chaleur, on peut utiliser le méthane, la molécule, comme matière première pour l'industrie, etc. Mais le vecteur le plus important, le plus intéressant, et qui permet notamment d'avoir une filière biométhane qui soit au plus proche des coûts réels du fossile, donc avec le moins de soutien public possible, c'est la filière carburant. Et donc, en fait, ce qui est clairement nécessaire aujourd'hui, si on veut développer la filière biométhane en Wallonie, et je pense que c'est une logique, hein, comme j'entends, qui est un peu partagée en France, et j'invite la Flandre à réfléchir dans ce sens-là aussi, c'est vraiment d'orienter l'évolution du type de soutien à la composante carburant. Ça va permettre d'ouvrir beaucoup de portes. Comme on l'a vu aussi tout à l'heure, et Mathieu l'a bien expliqué, je ne sais pas ce qu'il est, on a en fait une économie d'échelle qui est intéressante à partir du moment où on dépasse au-delà des 750 normomètres cubes heure, donc l'équivalent de 3 mégawatts, il n'y a plus vraiment d'économie d'échelle. Donc faire des projets plus gros, ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'après, on doit commencer à aller chercher les intrants de plus en plus loin, on a un rayon d'approvisionnement qui s'agrandit, on a plus de transport, etc. Donc ce n'est pas très pertinent. À côté de ça, en dessous de 200-250 normomètres cubes heure de méthane, donc l'équivalent de 1 mégawatt, là, on commence à avoir des coûts de production qui sont trop élevés et c'est peut-être pas pertinent non plus. Aujourd'hui, on a le système LGO existant, pousse effectivement à faire des gros projets. Moi, mon projet de base, il était beaucoup plus petit, mais j'ai dû l'agrandir pour en fait arriver à une taille qui soit critique et qui me permette en fait d'être rentable avec le soutien que j'ai, qui est quand même très très réduit. Mais voilà, il faut pouvoir mettre en place un système qui permette de soutenir des projets entre ces deux tailles-là, qui peuvent avoir tous leur sens. Certains gros projets vont avoir du sens, certains moins gros projets vont avoir du sens, pas aller dans les extrêmes. Il faut aussi, comme Mathieu le disait, 80% du gisement valorisable, c'est du gisement agricole. Et donc il est nécessaire d'avoir un cadre qui soit bien spécifique et bien adapté aux besoins du monde agricole pour développer cette filière biométhane agricole, qui est totalement différente de la filière biométhane de la valorisation de certains déchets, des centres d'enfouissement technique, des stations d'épuration, etc. Il faut aussi pouvoir intégrer au maximum les externalités. On en a déjà parlé, je reviendrai là-dessus sur un petit slide juste après. Quelque chose aussi, voilà, on a un réseau de gaz qui est beaucoup plus dense en Flandre qu'en Wallonie, mais on a de la biomasse agricole qui se trouve partout en Wallonie, et donc c'est important de pouvoir ouvrir la porte à un maximum de projets pour l'injection, du moins pour la production de biométhane. Alors, le biométhane, c'est pas forcément injecté directement dans le réseau qui est à côté de chez soi. Ça peut être de la liquéfaction, ça peut être de la compression pour transporter ce biométhane, soit vers un point d'injection centralisé, soit vers des consommateurs finaux. Mais donc, il faut pouvoir ouvrir et tenir compte dans cette réglementation des surcoûts que ça engendre, de pouvoir ouvrir la porte à ça. Mais même un projet avec de l'injection portée ou de la liquéfaction va toujours permettre d'avoir un coût de production final et surtout une efficience plus intéressante qu'un projet de cogénération où on ne sait pas valoriser la chaleur. Donc évidemment, l'étude effectivement de gaz.be porte sur l'injection dans le réseau de distribution, mais il ne faut pas négliger le potentiel de l'injection dans le réseau de transport, même s'il y a certains freins qui ont déjà été énoncés. Et alors aussi, ça c'est un grand débat très émotionnel, et donc très peu rationnel, c'est la question des intrants, la nature des intrants. Il y a toujours un grand débat par rapport à l'utilisation ou pas des cultures énergétiques, etc., etc. C'est quelque chose aussi qui doit être objectivé, et en fonction des régions, on le disait tout à l'heure, il y a des régions où il y a plus d'élevage, des régions où il y a plus d'herbage, des régions où il y a plus de grandes cultures. Il faut pouvoir tout simplement laisser la possibilité et la liberté au porteur de projet d'utiliser les intrants qu'il a dans sa région, et naturellement, les prix vont faire la régulation. Et
de toute façon, il y a aussi des outils maintenant dans la RED 2, dans la réglementation européenne, qui permettent aussi de réguler ça naturellement. Mais c'est effectivement un sujet très important qu'il faudra trancher, parce que voilà, on sous-estime le potentiel des cultures dédiées. Quelque chose aussi qui manque énormément, voilà, moi je suis aussi à l'aise ici pour vous parler, peut-être plus en français qu'en néerlandais, mais je suis tout aussi à l'aise pour rouler en tracteur et pour être en salopette que pour être devant un ministre. En fait, développer un projet de biogaz et l'exploiter, ça nécessite une triclée de compétences différentes. Et il y a certains exploitants qui sont là et qui ne diront pas le contraire, pour pouvoir être au four et au moulin. Et c'est vrai que quand on démarre de rien du tout, c'est un petit peu difficile de pouvoir s'y retrouver. Donc ce qui manque clairement, et je pense que ça se met effectivement en place aussi chez vous, c'est l'avant-dernière. C'est que allez, il faut effectivement un encadrement, une formation au moins et aussi un accompagnement, avoir des bonnes personnes qui peuvent accompagner correctement les porteurs de projets. Voilà, donc c'est le dernier slide. Comme je le disais, le biométhane, c'est plus que de l'énergie. Donc aujourd'hui, on a parlé énormément des aspects purement énergétiques, mais les externalités, dont certains ont déjà été évoquées, sont très nombreuses. C'est notamment les aspects de séquestration du CO2. Donc, quelle que soit la matière qui finit dans un digesteur, au départ, c'était une plante. Cette plante, pendant la photosynthèse, elle pousse. Il y a du carbone qui va être séquestré dans l'atmosphère, qui est capté dans l'atmosphère, qui est séquestré dans la plante. Au final, il y a une petite partie ou une partie de ce carbone qui va être transformé en biogaz, mais il y a une grosse partie qui reste dans le digestat, et ça, c'est du carbone qui est stocké durablement dans le sol. Donc ça permet clairement de stocker du CO2 de manière naturelle et gratuite. Ça permet aussi de remplacer des engrais, avec de nouveau aussi tous les aspects environnementaux et économiques qui sont derrière. On a aussi le fait d'apporter du digestat, on apporte de la matière organique au sol. Or, l'élément le plus important dans la vie d'un sol, c'est la matière organique. Même si on a de l'engrais mais qu'on n'a pas de matière organique, il n'y a rien qui pousse. Donc la matière organique permet effectivement d'avoir une vie du sol, qui permet de faire pousser les plantes, mais permet aussi de retenir l'engrais et de retenir surtout l'eau. Ce qui est très important quand on a des périodes de sécheresse de plus en plus importantes d'année en année, comme on le voit. Ensuite, ça permet effectivement de recycler toute une série de déchets organiques, que ce soit des déchets agroalimentaires ou des effluents d'élevage. Permet aussi de réduire fortement les pollutions des eaux souterraines en azote, en nitrate, parce que donc l'azote qui va être dans le digestat, c'est de l'ammonium. L'ammonium, il est chargé positivement comme le sol, donc il va rester fixé dans le sol. Il ne va pas partir comme les nitrates dans la nappe phréatique. Donc ça permet aussi d'avoir un impact très important. Réduction des pathogènes, par exemple, une année où il y a beaucoup de pommes de terre qui sont pourries, donc par exemple cette année-ci ce sera sûrement le cas, on arrache dans des mauvaises conditions, donc on récolte les pommes de terre dans des mauvaises conditions, on se retrouve avec des stocks qui vont pourrir, on les valorise en méthanisation et ça permet aussi en fait, de détruire complètement la pathogène et de pouvoir répandre le digestat de ces pommes de terre sur un champ sans que... Ah oui, ok, je déteste. Ok. Je pensais que c'était dans l'autre sens. Non, désolé. Bon, ok. Je dois vous arrêter ici. Dernier exemple. Non, désolé. Vraiment, vous avez dépassé Merci le temps de quand même, 5 ouais. minutes.